Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Merci d'être là ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Alors que la communauté internationale célébrait encore le 23 juin dernier la journée internationale de la veuve, la question du traitement réservé à la femme après la mort de son mari continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Très souvent victime de maltraitance, de marginalisation et même de jugement, la veuve qui elle-même mène un combat silencieux ne sait très souvent plus à quel sein se vouer. Avec nos invités ce soir, nous allons revenir sur leur vie après la mort de leur mari, sur les difficultés auxquelles elles ont fait face, les soutiens qu'elles ont eus et bien d'autres choses encore. Merci de rester avec nous. La veuve, la vie après la mort du mari. C'est le thème de notre émission de ce soir. Pour en parler, deux dames de veuves nous font l'honneur d'être avec nous. Alors, j'ai à ma gauche Madame Jacqueline Eboilotin. Bonsoir, Madame. Bonsoir, ma fille, Ivy. Je suis ravie de vous avoir ici ce soir. Moi également, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous à la CATV. À la STV. Je comprends que vous avez l'habitude d'y aller. C'est une télévision, la télévision nationale. Merci d'être là. Alors, votre nom parle de lui-même. Vous êtes la veuve de l'artiste mondialement connu Eboilotin. Oui, bien sûr. C'est bien je suis cela. son épouse, sa veuve. Oui. Est-ce que c'est facile de porter un nom comme celui-là au quotidien? Oh, je sais quoi répondre en ce moment. C'est les gens qui en parlent, parlent. Il ne faut toujours pas rester là. Sache que tu portes un nom. Non, bon. Mais qu'à cela ne tienne, je le prends ainsi. Alors, vous m'avez dit que vous êtes coordonnatrice de GEL. GEL Corporation. GEL Corporation, qu'est-ce que c'est? GEL Corporation, c'est une structure que j'ai mise sur place pour pouvoir promouvoir certains de mes produits. En l'occurrence, l'eau de Javel, le savon liquide, le savon à morceaux, le mentholatum et autres, bien d'autres, le vinaigre et bien d'autres. Et cela comment? Par le soutien d'une association, de nos associations, multiples associations, que ce soit Rafet Premier, que ce soit notre structure tutelle, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, bien sûr. Elle nous soutient beaucoup, c'est notre maison tutelle. Donc, on va y revenir. Donc, tout cela pour dire qu'il est important pour la veuve d'être autonome. Bien sûr. Très bien. À ma droite, j'ai Madame Enangue Bébé Olo. Bonsoir, Madame. Bonsoir, maman. Merci d'être venue à STV. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais très bien parce qu'il m'a donné la vie ce matin. Parce que c'est seulement ça qui est meilleur. Très bien. Alors, dites-moi, comment ça vous fait d'être... Vous êtes très belle, on n'a pas l'impression que c'est très joli. Merci d'être venue. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Madame Jacqueline. Alors, je peux vous appeler Jacqueline? Oui, oui. Alors, c'est entre copines. Soit Jackie, soit Jackie. D'accord, je vais dire Jackie. Et j'aime beaucoup plus Maman Jackie. Hein? Maman Jackie. Voilà. Alors, on va faire ça. Alors, ici, ce sera Maman Bébé. Maman Bébé, toujours. C'est comme ça qu'on Très bien. Alors, je veux quand même rentrer dans les souvenirs. Je veux raviver quelques petits souvenirs ce soir. Comment vous avez rencontré le feu monsieur Eboilotin? C'est une question qui m'est toujours, qui est toujours revenue. Et alors, comment je l'ai rencontré? J'allais chez une de mes tantes à Aquanor, parce que moi, je suis native de Bonamouang, Boniwake plus précisément. J'allais chez une de mes tantes. Et de là, il était en train, avec certains de mes cousins et d'autres connaissances encore, il buvait du vin de palme. C'est mon cousin qui me l'a dit, hein? C'est pas, lui-même, il a repris cela. Il a dit, mais quel est ce soleil que je vois partir loin là-bas? Et mon cousin lui dit qu'il est même déjà mort, père son âme, Havas, on l'appelait Havas. Il dit que, mais ne t'en fais pas, c'est ma sœur.
c'est ma soeur. Il a donc pris mon frère, ils étaient venus comme ça là. Il a fait des trucs, il a pris une de mes tantes maternelles. Tout le temps en train de venir à la maison, Parfois, bon, on faisait chasser-croiser. Et finalement, on a fini par se voir et c'est parti comme ça. Oui. Alors, vous connaissiez votre mari avant? Vous connaissiez qui il était avant ou bien vous avez découvert pendant que vous étiez avec lui? Non, je savais que c'était un musicien. C'est pour ça que je le feintais même. Je ne voulais même pas vraiment. Mais bon, c'était le destin. Oui, pour que nous soyons ensemble, nous puissions mener notre vie ensemble et avoir nos enfants ensemble. Très bien. Alors, maman Bébé, quel genre d'homme était votre mari? Mon mari, M. Bébé Olo, était un monsieur chaleureux, jovial. Je me rappelle que j'étais encore jeune fille. J'avais l'âge de 15 ans. Nous nous sommes croisés étant à l'école. 15 ans? Oui. Parce que j'étais en ce moment à l'école de secrétariat de Bali. Je connais la première année. Lui aussi, il était à CPFO, Centre de formation professionnelle Sopa Puizo. On se voyait tout le temps dans le train, parce qu'on prenait le train. Moi, je suis native d'Aïdo, de Bonantonais, vers le rond-point 4e. Et tout le temps, chaque matin, j'allais prendre la navette, on appelait ça la navette, à 5 h du matin. Nous emmenait, on s'arrêtait à la gare de New-Bel. Et c'est par là que nous prenons la route de Montagne Mangabel. Chaque personne prenait sa direction. Tout le temps, on se voyait, les amis. Un jour, il se présente devant moi, il me dit, hey, mais maman, c'est comment? Je dis, c'est quoi? Comme j'étais encore très naïve, je lui ai dit que pardon, laisse-moi tranquille. On a continué, on a fait au moins 4 ans, toujours à l'école. Vous n'êtes pas une femme facile. Oui, je suis quittée de là, rentrée à la maison parce que j'ai fait le CAP en 73 ans. Et il est parti. Moi aussi, je suis partie. Il est resté. Après, il m'a vu. Il a envoyé sa petite soeur me dit que lui m'aimait. Et je lui ai dit que non, je ne peux pas. C'est par là qu'on a commencé. À l'âge de 17 ans. On a, comme d'habitude. Ça a duré combien d'années? Ça a duré, on a fait au moins 4 ans. Comme ça, là, personne ne disait, on se voyait seulement. On était les amis. Mais personne ne s'approchait de l'autre. Parce que là où moi j'habite, où j'habitais chez mes parents, nous sommes en pleine route et mon père était très furieux. De sorte que quand il passait, il avait peur de s'arrêter. Mais il a envoyé les amis. Finalement, Dieu a dit que c'était ta personne. Et on s'est connus, on a vécu garçon et fille, comme on le disait. J'ai fait garçon de fille pendant 4 ans avec lui. Et il s'est présenté chez mes parents qui devaient m'épouser. Et il m'a pris pour épouse. Et le mariage a duré combien d'années? Mon mariage a duré 23 ans, 5 mois. Et ça fait 26 ans aujourd'hui qu'il est dans la tombe. Alors, est-ce que vous pouvez dire que vous avez eu une vie heureuse avec lui? Oui, pour dire vrai, j'ai vu la vie heureuse, mais ce n'était pas une vie en abondance parce que les moyens étaient réduits. Parce que lui, il a commencé le travail très jeune, mais après, le travail est parti. Il a passé 12 ans. Avant sa mort, il ne travaillait plus et Dieu m'a aidé. Moi, je travaillais encore, j'étais à la SOTUC. Et après la compression, la SOTUC aussi m'a compensé en 92. Je suis rentrée à la maison, mais avec les petits commerces, le pain haricot et tout, je vendais un peu de lait lavé, les légumes lavés, comme c'est dans ce que je continue jusqu'à l'heure actuelle. Je fais mes légumes lavés, c'est par là que je vis. De sorte que je ne peux pas dire que la vie était heureuse en tant que telle. Si je dis que la vie était heureuse, c'est parce que le Seigneur nous avait donné seulement la vie, le souffle. Mais je n'étais pas heureuse dans le matériel. Si j'enlève le matériel, est-ce qu'il y avait quand même suffisamment d'amour, votre mari? Oui, il y avait l'amour, parce que tu savais que l'amour de la jeunesse et l'amour du mariage, ce n'est pas la même chose. Il y avait les petits bobos qui passaient là, les petites filles qui passaient, les autres, ainsi de suite. Mais la vie était bien. Très bien. Je ne peux pas dire que la vie était mauvaise, elle était bien. Ok. Alors, maman Jacqueline, comment vous avez appris le décès de votre mari? C'était un 6 octobre. Moi, je l'ai laissé à l'hôpital.
à l'hôpital à Quintini pour aller chercher la lèse. Oui. Parce que comme il n'arrivait plus à bouger, j'étais décidée d'aller chercher la lèse pour pouvoir le mettre dessus. Dessus, oui, dessous. Pour le mettre au-dessus de la lèse. Au-dessus de la lèse, Voilà. bien sûr. Et c'est là où on me dit que maman, on m'appelle seulement maman, ne te dérange plus. Ça en est fait. Ah, ma fille, il fallait que, heureusement que j'étais encadrée. C'est-à-dire, je ne sais pas par quel... C'est-à-dire comment ça s'est passé. Je suis tombée, je me suis mise à enrouler. On est seulement venu me soutenir. Et Dieu soit loué. On m'a conduite à l'hôpital où j'ai trouvé qu'il était déjà prêt à aller à la morgue. Bon, avec tout le courage et tout, les enfants aussi, les aînés, parce qu'on ne permettait même pas que les tout petits s'approchent de l'hôpital. On était là, chacun pleurait de son côté. Chacun pleurait de son côté. Après, on a donc pris le corps pour amener chez la clinique de Sopo, à la mort de Sopo Priso. Vous étiez très jeune encore à cette époque? J'avais 28 ans. Hein. C'est jeune? Oui, veuve, j'avais 28 ans à l'époque. Et vous, maman bébé, comment ça s'est passé? Comment vous avez... Oui, maman, la mort de mon mari m'a frappé bien, parce que c'était un dimanche du 31 janvier. Je l'ai laissé à 17h. Je suis partie à la réunion. Comme de l'accoutumée, tu sais que quand nous sommes ensemble, il y a un peu de commentaires et tout. Je suis rentrée un peu tard. Je peux dire que je suis rentrée tard, autour de 21h30, 22h. Bon, il avait l'habitude de me dire que comme tu vas dans tes réunions, là, je ne veux pas que 20h te trouve dehors. Moi aussi, avec la têtutesse, je rentrais au moment où je voulais. Le jour-là, je suis rentrée, croyant peut-être que je ne peux pas le trouver parce qu'en entrant, comme je l'ai laissé, lui aussi devait sortir. Oui. Je vois la lumière, je me dis que non, il n'est pas là. Parce que quand je sais que la lumière est encore bien là, c'est qu'il n'est pas là. Mais si la lumière est déjà éteinte, c'est qu'il dort déjà. J'entre à pas feutré, comme j'avais les talons, j'enlève mes talons, je mets à côté pour que le bruit, qu'il n'entende pas le bruit. J'ouvre la porte, je ne vois personne. Je dis, Aka, Dieu merci. Je me débarbouille rapidement. Oui. J'enlève ma robe, je mets la robe de nuit, je pars me coucher. Mais chose curieuse était que le sommeil n'est pas venu. Tu vois quelqu'un qui a vu, parce que j'avais pris un peu de l'alcool à la réunion. Le sommeil ne venait pas. C'est vers 3h moins le quart que j'entends la maison, quelqu'un sonner, je me lève. Je dis que c'est quoi? Moi, je savais que c'est lui qui est venu. J'étais prête à faire des problèmes, qu'il est rentré tard. Mais précipitamment, c'est un de ses cousins qui se présente devant moi. Comme il avait mon petit nom, on s'appelait papa, par nos noms, Mama. Parce qu'au moment de notre rencontre, la première rencontre, il m'avait dit que je suis sa mère, je suis son père, je suis ceci, cela. Tout qu'on a coupé Ma. Et quand le garçon aussi qui est venu, son cousin qui est venu aussi, était déjà habitué à m'appeler Ma. Il me dit, Ma, donne-moi l'eau. Je lui donne la bouteille d'eau, une tétangée. Le gars boit l'eau comme s'il avait... Après, il me dit, je suis venu te chercher. Ton mari est à l'hôpital, ça ne va pas. Il faut l'argent. Je lui demande quel hôpital. Il est où? Il était où? Pardon, qui te va là-bas? Il dit, non, on part. Je prends mon habit. Comme je n'avais rien, je change l'habit. Je porte mon cabas. Je cours, je lui dis que là où je suis, je n'ai pas un 5 francs. Alors, comme j'ai mon petit frère chez mes parents à Daido, au rond-point Daido, lui, la voiture, il va nous amener. J'arrive aussi là-bas, je les appelle. Il me dit que sa batterie ne marche pas. Il me donne 1000 francs, on prend le taxi. Voilà, on arrive à la cantine. Dès que j'arrive à l'urgence, je trouve seulement que mon mari est agonisant. Il est déjà au coma. Il a rendu l'âme à 14h moins le quart, le lendemain, le 1er février. Maman, comme Madame Iboua dit, ce n'était pas facile. T'as dit la qualité où quand j'ai vu mon mari, il a fait la troisième fois. J'ai crié, oh, mon mari s'est éteint, oh. Comme on était à l'urgence,
Heureusement, comme maman dit, il y avait les gens, il y a une femme qui est venue m'arrêter là, mais quand il est donné sur un coup de poing, j'ai couru en route jusqu'en route. C'est en route qu'on est venu m'attraper. J'ai pris aussi le corps, je l'ai amené à Bounasama. Ce temps-là, la cantine n'était pas tellement tout en 99. J'ai pris le corps, je l'ai amené à Bounasama. J'ai mis le corps à Bounasama en attendant qu'on fasse le deuil. Combien d'enfants vous aviez à cette période-là? Le Seigneur m'a donné seulement un seul garçon. Un seul garçon. Il était petit à cet âge-là? Oui, quand son père mourait, il avait 19 ans. Il était déjà grand garçon. À 19 ans, il était Comment déjà... lui, il a pris la nouvelle? Oui, lui, il a pris parce que, finalement, quand son père mourait, il n'était pas à Douala. Okay. Il fréquentait Ngaoundéré. Et quand la nouvelle est venue, on lui a pris. Il m'a dit quand il est arrivé, il m'a demandé seulement que maman, tu as fait comment avec mon père? Je lui ai dit que ton père est seulement parti, je n'ai rien fait. C'est la mort qui a pris ton père. Il m'a dit, maman, c'est vrai que la mort qui a pris mon père. Il dit oui. Jusqu'à aujourd'hui, il me rappelle toujours ça. Maman, tu sais que je t'avais demandé qu'est-ce que tu avais fait à mon père? Il dit que oui. J'ai vécu alors depuis, voilà que maintenant tu as déjà 45 ans. Qu'est-ce que tu as trouvé alors de extraordinaire que j'ai fait à ton père? Il a dit, oh, c'est la mort a pris le père. Alors, maman Jacquet, combien d'enfants vous aviez à cette période-là, quand votre mari... 5 ans. Le dernier avait 8 ans. 8 ans. Et le premier avait 14 ans. C'est-à-dire c'était à chaque année. Si bien qu'il avait l'habitude de dire que vraiment, mon épouse, quand il me voit même en train de faire pipi, il conçoit. Il a même chanté ça, non? C'était vraiment quelque chose. Alors, comment ils ont pris 14 ans quand même, on est déjà conscient un peu. Comment ils ont pris la nouvelle? Oh, c'était pas facile du tout. On s'entraidait. Ils viennent, ils me trouvent en train de pleurer. Ils me disent, ouais, maman, il ne faut plus pleurer, il ne faut plus pleurer. Et quand eux-mêmes, ils se retirent, je les trouve en train de pleurer. Oui. Et pendant plus d'un an, hein, ce n'était pas vraiment du tout facile. C'était pas du tout facile. Mais bon, Dieu voulant, nous voici. Même la musique, quand on écoute la musique quelque part, c'est les pleurs, les larmes. Oui. On s'effronte. Et là maintenant, je peux mettre ça, je joue, je danse et ça va. Alors finalement, est-ce qu'on se remet de la mort d'un mari ou bien on vit avec? On vit avec. On vit avec. On ne peut jamais se remettre. Parce qu'il y a toujours des situations, des occasions, quand tu te rappelles que mais j'avais ma personne là à côté et c'est pas facile. Okay. Alors juste après la mort, qu'est-ce qui se passe? Après que votre mari soit allé à la morgue, qu'est-ce qui se passe? Oui, après que mon mari est parti à la morgue, on est resté avec la famille maternelle, famille paternelle, pour préparer le deuil, l'enterrement. Bon, au moment de l'enterrement, il y a eu un peu de dispute, parce que la belle famille, c'est que comme l'enfant est toujours né de deux côtés, de la mère et du père. Il y a la mère, la famille de la mère qui veut se dire que bon, c'est notre fils, et la famille du père qui se dit que aussi c'est notre fils. Bon, il y a eu un peu de tiraillement entre ma belle famille et moi, parce que le lieu, là où je voulais que le deuil passe, c'est pas là où que la famille de mon mari que ça se fasse. Oui. Mais heureusement que, et Dieu merci, j'avais mon bel oncle qui était derrière moi et qui a vu que ce que je demandais était normal. Il a dit que vous savez que c'est la veuve qui a droit aux obsèques de son mari. Oui. Si la veuve dit maintenant qu'on enterre son mari maintenant, vous ne pouvez rien faire, même si vous faites n'importe quoi, ça va se passer. Comme la fille a dit que le deuil doit passer dans tel lieu, laissez ça. Finalement, le deuil est passé là où je voulais que le deuil passe. Et après, vous savez qu'avec la belle famille, surtout nous on les appelle en patois les Ngon, les filles du village. Oui. Avec les filles, je n'ai pas eu tellement de problèmes en tant que tel, parce que quand mon mari a décédé après l'enterrement et tout, le moment du veuvage, les Ngon sont venus, les filles du village sont venues demander. Vous savez qu'on a toujours à dire que la coutume, la coutume était là, mais malgré les disputes et tout, finalement nous sommes tombés en accord.
Parce que mon mari, en décédant, il ne travaillait plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure tantôt, qu'il ne travaillait plus. Et les belles filles et les belles sœurs voulaient à tout prix que je donne quand même quelque chose. Et ce que je devais donner ne les intéressait pas. Il y avait les camps, les autres disaient qu'on prenne, les autres disaient qu'on ne prenne pas. Finalement, à la longue, il y a ceux qui ont demandé que mais la personne est en train de dire qu'elle n'a pas. Ce qu'elle a, c'est ce qu'on nous veut prendre. Mais comme mon enfant était déjà, c'est-à-dire, oui, malgré comme il n'était pas encore majeur, 21 ans, mais il s'imposait. Il est venu, il a trouvé que ses tantes et ses soeurs étaient en train de se gesticuler. Dès qu'il est entré, il a dit, mais c'est quoi? Mon père même ne travaillait pas. Vous voulez quoi? Ce que maman veut vous donner, vous prenez. Si vous ne voulez pas, sortez, vous partez. J'ai crié là-bas dedans parce que j'avais la peur. Que ouais, comme il a lancé ce mot maintenant, qu'est-ce que mes belles-sœurs vont lui faire rire? Heureusement que, comme on dit, là où il y a beaucoup de gens, la personne ne meurt pas. Il y a une qui est sortie qui a dit, vous avez entendu ce que l'enfant a dit. Pardon, prenons ce que l'autre a donné. Et l'autre est sorti et a dit, bon, on va prendre ce qu'elle nous a dit. Et ils m'ont accepté, m'ont dit, bon, on attend donc. Tu vas nous donner ça quand? J'ai dit, oui, demain matin, avant que vous ne m'ameniez, là où vous voulez m'amener, je vais vous donner. De sorte que, en grosso modo, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec la belle famille comme les autres veuves. Alors, moi, Jackie, pourquoi il y a toujours ce petit tiraillement entre la veuve et généralement la belle famille? Est-ce parce que l'homme ne prend pas les dispositions ou bien parce que la famille outrepasse ses dernières volontés? Oui, c'est la famille qui outrepasse les dernières volontés. Parce que c'est pas que l'homme, certains hommes prennent des dispositions, mais malheureusement, la belle famille, sa famille ne respecte pas cela. Qu'à cela ne tienne. Il y a certaines femmes qui sont téméraires et qui sont fortes. En plus, elles ne se laissent pas faire. Surtout, tu connais tes droits. Tu ne peux pas te laisser faire, tu ne peux pas te laisser emporter par qui que ce soit des hommes, que ce soit tes belles-sœurs. Tu es là. Heureusement pour moi, hein, j'avais mes deux belles-sœurs qui étaient vraiment des piliers de mon côté. Elles entendaient, elles les écoutaient parler, mais la décision leur appartenait. Ils tapaient du poing sur la table. Ils disaient que non, arrêtez. Ce qu'elle a dit qu'elle va donner, elle va donner. Alors, ce donner-là, c'est quoi exactement? Il réclame ce qu'il y a coutume. Oui. La coutume, comment ça se passe quand ton époux, ton mari s'endort. Il vient là, il faut donner les pains pour la veillée, la bière, les saucissons, les beurres et tout. Il y a toute une liste. Et pendant la neuvaine, tu as des mets que tu dois, les repas que tu dois préparer. C'est la veuve qui doit le faire. C'est la veuve qui doit le faire et un certain montant. Oui. Qu'est-ce que ton mari travaille, qu'il ne travaille pas. Il faut le faire. Il faut le faire. Et qu'est-ce que la famille, elle fait? Elle fait rien? La famille, avant, c'était que la belle famille, les filles du village, les sœurs de ton mari, tes belles sœurs, cotise un peu d'argent pour t'amener au marché à la sortie du 9e jour, pour t'acheter le bleu que tu dois porter, les chaussures et tout. Mais là, maintenant, ce n'est plus ça. Hein? Et avant, c'est même pas tout le monde qui le faisait. Oui. Alors, moi, je voudrais que vous m'expliquiez. Hein. Il y a des veuves qui portent du bleu, du noir, du blanc. C'est quoi la différence entre ces couleurs? Ou bien vous pouvez choisir de porter ce que vous voulez, ou bien les couleurs ont des explications, des significations précises? Oui, normalement, les couleurs n'ont pas de signification. Mais toi-même, tu choisis. De toutes les manières, chez nous, les sawa, chez nous, les sawa, c'est le bleu. Le bleu. Le bleu. Un bon bleu. Le bleu nuit pas. Le bleu, c'est pas le bleu, si là, que on te regarde, mais qu'est-ce qu'elle a même porté, si tu veux. Le bleu. C'est le bleu. Oui, pour le noir aussi. Avant, quand moi j'étais jeune fille, avant que je ne sois mariée, que je ne sois non plus veuve, j'avais entendu parler, mes tantes disaient, les femmes des pasteurs, les femmes des évangélistes, effectivement, portaient le noir.
c'est le noir qui était décidé pour eux. Quand tu voyais une femme en noir, tu savais que c'est une veuve. c'est une veuve d'un pasteur ou d'un évangéliste. Ok, d'accord. Mais d'autres coutumes, ça va, c'est le bleu. D'accord. Mais maintenant, les femmes ont pris la fantaisie, moi je peux le dire. Les blancs, noirs, Ouais, les blancs, noirs, les tachetés. les beiges, les avant gris. aussi, on était comme ça. Quand vous êtes fiancé, pendant que vous êtes dans le fiançage et que ton mari meurt, tu as dit ton fiancé meurt, on t'adoptait une couleur, on venait prendre le blanc tacheté de noir ou de noir tacheté de blanc. Okay. Mais maintenant, tu es même marié officiellement, longtemps même dans le mariage, ton mari meurt, tu dis non, moi je porte le gris, je porte ceci. Non. Mais la bonne couleur qui est pour une veuve, et le mot veuve là, c'est avec le bleu. Nuit. Bleu. Bleu nuit. Ok. Oui, le bleu. Parce que dès que toi-même, une femme qui porte le bleu, tu es quelque part, tu entres quelque part, on sait tout de suite que c'est la veuve. Ok, très bien. C'est pour cela qu'à la jeunesse, tu ne voyais pas les jeunes filles avec le bleu. Tu ne pouvais pas voir une jeune fille qui porte la couleur bleue comme une robe de sortie. Non. Oui. Mais maintenant, vous les voyez avec le bleu d'acheter. Tu es du pied jusqu'à la tête en bleu, mais tandis que tu n'es pas veuve. Mais il fait une période là, on m'a offert, un ami à mon mari m'a offert quelque chose de bleu. Il a crié partout. Oh, Yako, tu veux que je meure, tu veux que je meure. Enlève-moi ça vite de la maison. Je suis allée donner à ma maman. Parce qu'on ne portait pas le bleu. Parce que le bleu Le bleu était symboliquement pendant le deuil. On savait que si tu portes le bleu, c'est que tu es une veuve. Si tu n'es pas veuve, tu ne dois pas porter le bleu. Mais maintenant, c'est devenu une couleur vulgaire que tout le monde met. Tu vas à une manifestation, tu mets ton bleu, allez, tu y vas. Les périodes changent. Oui, c'est ça. Oui, même les saisons, maintenant, nous ne savons plus à quelle saison nous sommes. Il fait soleil. C'est ça. Alors, maman Jackie, maman bébé, nous allons marquer une première pause. Oui. Nous allons écouter une veuve qui raconte son histoire et j'aimerais que vous écoutiez parce que nous allons revenir dessus. Okay. C'est juste après ceci. Presque une semaine ou un peu plus, mon fils m'annonce que son père est. Quand je sors de l'hôpital, papa, c'est pas qu'il a volé. Je suis couchée comme ça. Mon fils vient, il fouille mon sac, il prend les papiers de la maison, il prend mon acte de mariage, il prend tout. Je lui ai dit, remets mes choses comme tu prends là. Il n'a pas compris. Il a pris tout ça. Je suis restée. Et je n'avais pas la force de me lever pour... Il est parti avec. Pendant même que j'étais malade chez lui, sa femme commence que... ma fille doit envoyer la contribution du loyer. La contribution du loyer, toi tu as loué chez moi. Ça arrivait au point qu'un soir, il me porte, alors que j'étais couchée, il est parti me déposer en route. Il est parti me déposer en route. Papa. Mon mari est mort en 2021. Et depuis 2021, quand à un moment donné, il faut te dire la vérité, comme il n'y a que ma fille qui me soutenait, à un moment donné, papa, c'était fort que même manger, c'était la magie. Et avant tout ça, j'ai eu des conseils. Quand je t'ai dit que je suis allée en Bankomola, le sous-préfet m'a lavé avec son adjoint, c'était comme si elle me connaissait depuis. Quand j'arrive, je lui dis, j'avais amené les papiers. Je lui dis que papa, je n'ai pas été une femme bagage.
Je me suis même retrouvée à payer les dettes. Je me suis même retrouvée à payer les dettes parce que mon mari a détourné. Je n'ai pas été une femme bagage. J'ai raconté tout ça au sous-préfet. Je lui ai dit que maintenant, mon fils bloque les papiers qui peuvent permettre de vivre. Je fais comment? Je ne veux pas t'entendre. Et non, il me dit, reviens demain. Quand je reviens demain, il avait déjà convoqué mon fils. Mon fils, si je ne me suis pas occupée de mon ménage, que Dieu me punisse. Voici les papiers. J'ai eu à payer les dettes de mon mari. On parle en termes millions. Parce que j'ai passé toute ma vie à faire le commerce. J'allais à Centrafrique, l'or et tout ça. Je venais, je vendais. Maintenant, j'ai fait tout ça. Et mon fils bloquait mes papiers. Pourquoi? Tout ça. Si il faut regarder même sa pension là, moi-même j'ai contribué à ça. Si je le laisse aller en prison. Alors, qu'est-ce que tu espères? Votre fils, je ne peux pas lui vouloir du mal. Dis-lui de me donner tous les papiers que j'ai besoin, que je fasse la pension. Parce que je sors de l'hôpital malade et tout. C'est là qu'il me dit, ne parle plus. Ferme ta bouche, ne parle plus. Son adjoint commence à m'engueuler. Femme d'une moralité, comment elle avait même dit. Je lui dis que maman, tu me juges, tu me connais. Je vis en suppliant. Pas tant qu'on prenne mes papiers chez mon fils. Qu'on fasse mon dossier de pension. Parce que si j'ai ça, mon fils, est-ce que je vais encore misérer? De retour sur le plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Entre copines. Et ce soir, avec Maman Jackie et Boilotin et Maman Enangelo, bébé Olo, nous parlons de la situation de la veuve après le décès de son mari. Alors, Maman Jackie, Maman bébé, vous avez regardé les pleurs de cette dame. Est-ce que vous pouvez comprendre ce genre d'attitude venant même du propre fils de la dame? Est-ce que vous avez subi, je préfère qu'on aille sur ce coup-là, est-ce que vous avez subi des pressions, des maltraitances après le décès de votre mari, vous? Non, ma fille, moi je n'ai pas suivi de problème. Hein. Oh oui, je peux dire que peut-être que parce que mon mari ne travaillait plus, il n'a pas laissé de bien, il n'a laissé ni maison, rien, je suis en route. Parce que j'ai eu les enfants, c'est-à-dire mon mari a eu les enfants en dehors du mariage. Il a eu 5 enfants, il y a 4 qui sont vivants. Par le canal de mon fils, il m'a dit que son père a reconnu ses enfants. Bon, je n'ai pas eu de problème. Peut-être que ces enfants ne sont pas venus envers moi en faisant des problèmes parce que leur père, je n'ai pas eu de pension vieillesse, je n'ai pas de maison. Mais ce qui est bien là-bas, ces enfants reconnaissent que je suis la veuve de leur père parce qu'ils viennent envers moi. Même s'ils me donnent rien, même si je n'ai rien à leur donner, mais à la fin, ils ont vu que je suis là. Si leur maman vit, moi aussi je vis. Un petit exemple, un témoignage, ça fait 3 ou 6 mois aujourd'hui. Il y a un qui a eu un ami, l'ami, ce n'est pas le mariage, l'ami qui est venu voir sa maman, dire que voilà mon ami. Et le gars n'est pas venu les bras ballants. Quand il est arrivé, il a apporté quelque chose. Ma coépouse, je peux l'appeler ma coépouse. Bien sûr. La maman de mes enfants a envoyé ma part. J'ai eu une bouteille de vin rouge, j'ai eu le savon, j'ai eu le riz et l'huile que cette fille m'a donné. De sorte que moi, de pareilles circonstances, si c'était mon enfant, vraiment je le mettais en prison. Je dis ça à tous ces héritiers, je suis devant l'écran. Parce que tu ne peux pas
œuvré des années et des années avec ton époux. Tu as accouché l'enfant. Et l'enfant se met en ce moment à te faire ce que cet enfant est en train de faire à sa maman. Ce n'est pas juste. C'est injuste. Et c'est impardonnable, ma fille. Parce que moi, je n'ai pas eu de problème. Maman Jackie, vous qui êtes en association avec les veuves, est-ce qu'il y a des veuves qui vivent des situations aussi chaotiques, aussi compliquées? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je vois, c'est vraiment triste. Il y a une de nos collègues qui a eu, c'est même pas le même cas, hein. Je ne peux pas dire le même cas parce que elle a été pourchassée par son fils de la maison familiale. Sa maison est sortie de la maison familiale pour aller louer ailleurs. Mais ce n'est que les conseils et tout. Et puis on disait, on relevait cette femme-là, on lui disait, mais comment? Tu connais tes droits, lève-toi, ne reste pas morte. Tu connais tes droits. Elle a donc porté plainte. Nous sommes arrivés à la promotion de la femme et de la famille. Ils ont pris l'affaire entre leurs mains. Et puis la femme a regagné son domicile maintenant. Et elle poursuit d'autres papiers par rapport à la pension de son époux actuellement. Et elle a retrouvé le calme. Récemment, elle était malade. Et c'était même ce premier fils qu'il avait chassé de la maison, qui sont le premier à courir, et qui accourait avertir les voisins que maman, ça ne va pas, pardon, sortez. Donc, tout est revenu. Mais c'est triste. Parfois, on peut dire c'est triste. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés quand vous avez perdu votre époux? Vous savez, surtout comme, bon, je peux dire la célébrité de mon époux. Quand il est décédé, les gens, avant qu'il décède, il était en studio chez Dobel. Et les gens se disaient que le disque qu'il a laissé, vraiment, ça remporte des millions, des milliards, des millions. C'est bien qu'il voulait me mettre à l'écart. Mais comme ma soeur disait tout à l'heure, que là où il y a quelqu'un, c'est pas tout le monde qui peut détester la personne. Il y aura toujours quelqu'un pour sortir de là et dire halte. Donc, la famille était divisée. Ma belle famille était divisée, une partie de mon côté, une partie d'un autre côté. Bon, là, tout est bien passé. Si bien qu'à un moment donné, certains, est-ce que j'étais déjà sortie. On voulait demander déjà, pendant que le corps était à la morgue, je crois, il fallait sortir le titre foncier, il fallait sortir ici, il fallait sortir là. Et les enfants, il fallait les éparpiller. Tel venait, moi je prends tel enfant, moi je prends tel autre enfant, moi je prends tel autre enfant. Et certaines personnes disaient que mais la maman de ces enfants est morte. Est-ce que c'est leur papa qui est mort? Mais c'est pas elle qui est morte. Laisser cette femme avec ses enfants. Oui. Donc il y a eu les gens qui se disaient célèbres, malheureusement, parce que je ne me laissais pas aussi faire. Il y a ça aussi, je ne me laissais pas faire. On venait même jusqu'à me chercher les bagarres. J'avais mon pagne bleu autour de moi. J'étais chez moi. Une vient là, jusqu'à enlever. C'est là où ma belle famille, c'était un membre de la famille, disait que mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau on est allé menacer la jeune fille là, chez elle? Qu'il faut arrêter ça. De manière que... Qu'est-ce qu'il réclamait? Les supposés droits qui venaient de la musique qu'il avait laissée? Oui, il fallait que je sorte de la maison pour que la maison soit en location, comme c'est en plein Aqua. Que j'aille me recoqueviller chez moi à Aquanor. Oui. Et je leur disais qu'ils prennent l'argent. Oui, j'ai comme ils veulent. Et le studio, le disque qui était en studio, il fallait qu'il gère... les droits qui... Oui. Et le disque, malheureusement, n'était même pas achevé. Le disque n'était pas achevé. C'est le producteur qui a fini par gérer ça comme il voulait. Oui. On a essayé de parler de ça, mais à un niveau donné, allez, on a arrêté. C'est lui-même qui a géré cela. Mais puisqu'on parle de musique, est-ce que vous percevez les droits d'auteur sur la musique de votre mari? Oui, c'est par l'époque de Sambinde. Oui. Et bon, comme la CNC, c'est toujours là, puisque c'est reconnu officiellement. Quand ça vient,
on m'appelle et puis je perçois quelque chose. Mais en ce moment, Sona comme sonnait, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Je peux rester 4 ans, 5 ans sans droit d'auteur. Oui, oui. Vous avez réclamé quand même? On réclame. Et on va faire comment? On ne va pas leur arracher l'argent dans les poches non plus, ou dans les caisses. On les laisse. Si bien qu'à une époque, mon mari même, on donnait 50 000 francs. Il dit que, mais, et alors, dans ce pays, 50 000 francs de droit d'auteur, allez donner ça aux orphelins. Il envoyait ça aux orphelins, il ne touchait pas. À un moment donné, il se disait même qu'il avait même fait une main levée, que quand ça vient, donner aux orphelins, mais c'est pas après sa mort que, bon, on me disait, fais les papiers. Et à l'époque de la Sonadra, j'avais régulièrement mes droits d'auteur. Je les percevais normalement, mais c'est à cette époque aussi que ce n'est plus ça. Hein. D'accord. Oui, ce n'est plus ça. Mais Dieu soit loué, les enfants sont grands. Je m'en veux plus. Vous n'attendez pas forcément ça, même si vous y avez droit, il faut le dire. Oui, oui, c'est cela. Très bien. Alors, maman bébé, vous avez dit que quand on vous a annoncé le décès de votre mari, vous êtes tombée, vous avez crié. Où est-ce que vous avez puisé la force pour continuer? Parce que j'imagine un homme avec qui on est tous les jours, ça, il devient, excusez-moi l'image, il commence à faire partie du décor. Et après, on se dit que cet ensemble du décor quitte. Comment on fait pour vivre avec ça? Oui, maman, après le décès, j'ai eu le soutien. Et cette force est venue par le Seigneur et le soutien de ma belle famille aussi, de ma famille. Particulièrement ma feu belle-mère. Mon mari était fils unique à sa maman. Et vous aussi, vous avez vu, lui avez fait un fils unique? Un fils. De ce que le deuil avait tellement touché sa maman et moi. Mais comme elle était toujours à côté de moi, elle ne voulait pas qu'on parle mal, quelque chose de moi. Et j'avais aussi mes belles cousines, 2 cousines de mon mari, qui étaient aussi des pilières derrière moi. Parce qu'elles étaient là à tout moment. Même s'il y avait quelque chose qui me dérangeait, c'est-à-dire même si elles me font du mal, elles parlent du mal, mais quand je me retire, je vois comment l'amour qu'elles sont en train de me donner me faisait, j'étais toujours avec elles. C'est par là que j'ai eu la force. Et j'ai eu une forte maladie qui m'a menacée, l'hypertension et le palu. J'ai été malade pendant 2 mois après la mort de mon mari. Parce que par la peur, tu vois comment tu quittes quelqu'un à 17 h et à 22 h tu le trouves déjà qu'il est mourant et quelques heures après il meurt. J'avais peur, la peur m'a fait, ça m'a rendu, c'est-à-dire je ne savais pas qu'à cette époque-ci, je pourrais rester, boire, manger, rire. Dieu même allait même à côté. À côté? Oui, parce que tellement que j'avais peur. Ça dit tout? Oui, ça dit tout. On va y revenir tout à l'heure. Alors, maman bébé a dit qu'elle a eu le soutien de sa belle famille. Est-ce que vous qui avez un mari artiste connu, est-ce que vous avez reçu le soutien de ses collègues artistes, des gens qui la côtoyaient? Pas du tout, pas du tout. C'est là où j'ai vu que quand tu es mort, tu es mort. Et c'est fini pour toi. Même pendant les obsèques, tous ceux qui prenaient le micro pour dire que nous sommes là, nous ne pouvons jamais vous tourner le dos. Je n'ai vu que la famille Onobiono, sa sœur Pauline, qui était toujours là à côté. Les 2 premières années, c'est elle qui a pris la charge de payer la scolarité aux enfants. 2 premières années du décès de mon époux. Cette femme Pauline, tout le temps j'allais à Sitaba, parce qu'elle envoyait, c'était 2 messieurs ou un monsieur, à la maison. Mais madame, tu ne veux pas que ces enfants-là fréquentent? Pourquoi tu restes en pleine année scolaire, les enfants? Et je me suis donc déplacée, je suis allée la voir. J'ai donné tout le compte, comme ils étaient à Saker, tous étaient à Saker. Les 2 premières années, comme je dis, c'est elle qui a pris la charge. Et vraiment, je resterai toujours reconnaissant par rapport à cela. Et
Que l'Éternel continue à la bénir là où elle est. Amen. Mais tout le reste, personne n'a réagi. Personne. Personne. Si bien que même ma belle famille, pendant qu'il y a M. Mbela qui était à la Socinada, me disait que maman, je suis là. Ton mari, de son vivant, parlait toujours de vous et de toi et des enfants. Moins d'occasion, tu viens me voir. Et c'est lui, on interdisait même que c'est-à-dire me donner même, comment on appelait ça, les feuilles de répartition. Que je n'ai même pas un sou pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Et c'est lui qui prenait sur lui. Il dit, maman, viens, il y a les feuillets, voilà. On les appelait feuillets à l'époque. Viens, tu décharges, tu vas t'occuper de tes enfants. Très bien. Alors, maman, on va s'arrêter un autre petit moment. On a demandé à nos compatriotes ce qu'ils pensent du traitement qui est infligé aux veuves. On les écoute, on revient juste derrière. Bonjour. Disons que la situation des veuves pourrait être vue sur deux plans. Sur le plan administratif et puis sur le plan traditionnel. La loi prévoit que les veuves aient un statut, mais il ne faudrait pas aussi également oublier que la veuve vient d'un cercle familial. Elle a sa belle famille et il y a des rites qui existent et qui devraient être appliqués parce que, comme on dit, on ne devait pas ignorer d'où on vient. Sauf qu'il y a des personnes qui exagèrent, il y a des familles qui exagèrent dans la situation de la veuve après le décès de son époux et profitent de cela pour faire une sorte de compte, de rendement, de règlement de compte. Voilà. Et donc, par conséquent, les choses se passent très souvent négativement et la veuve en question même n'est pas accompagné comme il se doit, et ce après le décès de son défunt. Pour ma part, je pense que le gouvernement, l'État, à travers les administrations compétentes, le ministère de la Femme, des Affaires et familiales, devrait regarder, se pencher davantage sur cette situation-là, pour éviter que la veuve subisse, en plus du décès de son époux, d'autres sévices sur la concernant, sur sa personne. La situation de la veuve après le découyus, c'est que déjà, coutumièrement, il y a des veuves qui, au vivant de leur époux, subissaient des tortures, de mauvais regards et du coup, après le décès, sur le plan traditionnel, disais-je, il y a des rites à faire. Et de ces rites, la famille donc, je veux parler des belles-sœurs, des beaux-frères, profitent donc de ce rite pour lui faire vivre toutes les tortures possibles. Puisque sa libération ne sera dépendante que de ce rite. Alors on la malmène, on la maltraite, elle pleure, fait ceci, cela. Mais qui, au demeurant, peut-être par le concours de certaines personnes, puisque dans une famille, elle a toujours peut-être des soutiens d'autres beaux-frères, belles-sœurs, elle parvient à réussir. Et dès lors qu'elle réussit à faire, maintenant le problème se pose au niveau peut-être de biens que l'époux a laissé si jamais il y en avait. Alors la belle famille cherche même plutôt à s'emparer des biens que le découyus a laissé. Maintenant, c'est de là donc que s'engage une bataille. Parfois on voit carrément des femmes après le décès qui sont carrément mises hors même de la maison, hors de la concession, indépendamment du mariage, fût-il coutumier ou bien légal. Et maintenant, sur le regard de la société, voyez-vous, il y en a qui pensent que
les femmes là ont cherché à être veuves joyeuses pour certaines, ou alors pour certaines personnes également, qui pensent qu'elles y sont pour quelque chose dans la mort de leur époux. Et bien évidemment, il y en a qui apprécient simplement avec les langues du cœur le sort qui est réservé, du moins la nouvelle vie, j'allais dire, inquiétante qu'elle va aborder, parce que généralement on laisse des enfants, on laisse pas d'héritage, c'est désormais la veuve qui va se battre toute seule pour élever ses petits-enfants. La veuve au Cameroun a néanmoins des privilèges qui lui sont accordés par les lois camerounaises, mais malheureusement les coutumes, dans la plupart des cas, priment même sur les lois existantes. Et au regard des coutumes, la veuve connaît assez souvent des difficultés, notamment après le départ du mari. Les frères, assez souvent, lui refusent l'habitude de pouvoir hériter les biens. Et assez souvent, il y a ce qu'ils appellent le veuvage, qui est parfois très difficile, mais qui malheureusement est assez souvent imposé aux veuves par d'autres femmes. Ce sont parfois des conditions extrêmement draconiennes par lesquelles elles doivent donc passer. Et plusieurs arrivent à craquer. Donc la veuve au Cameroun a un statut véritablement précaire. Si la loi lui accorde quelques privilèges au niveau de la société, de la coutume, celle-ci lui est assez dure vis-à-vis de la veuve. Mais il faut également reconnaître qu'il y a des veuves qui elles aussi sont à l'origine de certains problèmes qui sont créés, notamment celles qu'on appelle souvent les veuves joyeuses. C'est-à-dire qu'une fois qu'une veuve a désormais la latitude de gérer les biens du mari, elle se comporte comme si le décédé, le découillus, n'avait pas de famille. C'est-à-dire qu'elle ne veut même plus avoir affaire à cette famille-là, donc assez souvent cela crée des problèmes. Mais dans la plupart des cas, je crois que dans notre société, la veuve est plutôt maltraitée. De nos jours, pour la plupart des veuves, une fois que son mari décède, la belle famille décide de la renvoyer chez elle, de chez ses parents bien sûr. Chose qui n'est pas permise, parce qu'une fois qu'elle vivait avec son mari, nul ne venait les soutenir. Mais ce n'est pas dès lors que son mari doit partir que la belle famille doit s'en charger de la faire rentrer chez eux. Une fois qu'elle a aussi les enfants avec son feu mari, donc elle a le plein droit de rester chez eux avec les enfants. Voilà tout ce que je peux dire concernant ce sujet. De retour sur ce plateau, vous regardez Entre copines qui est diffusé samedi quand il est 15h30 et rediffusé dimanche quand il est 20h30. Ce soir, nous recevons Madame Veuve et Boiloutin et Madame Veuve Bébé Olo. Je suis heureuse de vous avoir, maman. Vous avez eu la grâce quand même de ne pas avoir été trop je veux dire quoi, trop maltraité par par vos belles familles. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que la société protège assez la veuve? Oui, vu je peux dire c'est le livret de la veuve que je suis en train de lire ou dernièrement que j'ai lu. Je vois que la société, disons le gouvernement soutient un peu les veuves. Mais ce qui est là est que la veuve ne peut pas être bien encadrée parce que il y a beaucoup de choses que la veuve ne peut pas avoir en elle-même. Mais c'est grâce à la société qu'elle peut avoir. Mais beaucoup de gens n'aiment pas voir la veuve parce que ils se disent que dès que je me présente devant la personne, c'est seulement pour venir faire avec. Oui, mon Dieu. Mais oubliant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans mon cœur que je n'arrive pas à bien m'exprimer. Mais en venant à côté de toi ou à côté d'elle, je peux bien m'exprimer et elle peut me donner les conseils ou il peut me donner les conseils. Moi particulièrement,
je ne refuse pas les coutumes. Mais, comme l'homme de la route, je peux l'appeler l'homme de la route, vient de dire là tout de suite, il y a les autres familles qui voient les veuves comme si c'était les prisonniers. Parce que tu vois une belle-sœur qui est aussi mariée dans une autre famille venir t'imposer des choses comme si elle n'était pas aussi une femme. Mais moi en particulier, j'aime la coutume. Mais je ne veux pas une coutume exagérée, comme on dit. Tu peux dire, les belles filles peuvent arriver, dire à leur belle-sœur que bon, toi-même tu vois. Parce que, monsieur a dit tout à l'heure, il y a les veuves joyeuses. Il y a les femmes que leur mari les a laissées les biens. Les biens. Par exemple, moi, je peux arriver chez ma belle-sœur, je sais que mon frère avec les moyens. Je vais lui dire que, pardon, donne-moi 200 francs. Elle va me dire qu'elle n'a pas les 200 francs. Je vais lui dire que, comme tu n'as pas les 200, donne-moi 150. Mais quand elle va me dire que je vais te donner 50 francs, je ne peux pas accepter. Je ne pourrais pas accepter parce que je sais qu'elle a 200 francs. Elle peut me donner au moins 150. Mais elle n'est pas obligée de donner aussi, hein, non? Non, elle n'est pas obligée de donner. Elle peut me dire qu'elle ne donne pas. Mais la façon de me dire qu'elle ne me donne pas doit être une façon qui est acceptable. Oui, oui. Pour vous, quoi. Acceptable pour vous. Oui. Oui, parce que tout à l'heure, le monsieur a dit que nous-mêmes, les veuves aussi, nous cherchons des problèmes envers nos belles familles. Parce que quand tu es déjà assise, tu te dis que oui, je ne veux voir personne. Je ne veux pas ceci. Non. Donne. Parce que demain ou après-demain, je ne passerai plus chez toi. Et moi-même, j'ai déjà cherché ma part de place chez toi. Parce qu'en te demandant, en forçant, en te disant n'importe quoi, je n'aurai plus la force ni la bonne vie d'entrer, de mettre pied devant ta porte. Parce que la honte même va me faire que, quand je vais arriver là-bas maintenant chez Maman Jackie, avec tout ce qui s'est passé avec moi, avec Maman Jackie peut me recevoir. Toi-même, tu commences à te retirer. C'est là où moi je dis que la coutume est bonne. Parce que nous avons trouvé cette coutume, mais il ne faut pas avoir une coutume exagérée. Très bien. Alors, Maman Jackie, vous qui travaillez avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, est-ce que vous êtes bien accompagnée? Est-ce que vous pensez que l'accompagnement qu'on vous apporte est optimal? Oui, l'accompagnement est optimal, je peux le dire, je le dis, pas que je peux le dire, je le dis vraiment, parce que tout récemment, il y avait encore une veuve qui était en plein problème. La belle famille disait son mari est mort. Et là où son mari lui disait de son vivant que tu vas m'enterrer là-bas, la belle famille ne voulait pas. Si bien que le ministère a pris les choses en main. Le mari avait déjà fait 6 mois à la morgue. Mais dans les 3 mois qui suivaient, vous savez que notre administration, ça ne coule pas aussi facilement. Oui. Dans les 3 mois qui suivaient, la veuve a eu gain de cause. Elle a pris le corps de son mari ensemble, allez, on l'a enterré. Et des problèmes, celles qui sont pourchassées à la maison par la belle famille, le ministère de la promotion de la femme les prend en main et puis les choses évoluent et puis ça se dessine. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire encore? Est-ce que vous en demandez mieux ou... Oui, parce que ce n'est pas suffisant. Okay. Ce n'est pas toujours suffisant. Nous avons besoin d'un soutien, qu'est-ce que je peux dire, moral, social, parce que ce n'est pas toujours ça. Il y a certaines femmes d'un côté également. Et nous avons soi-disant les avocats qui nous accompagnent, mais arrivé là, c'est des grosses sommes d'argent qui sont demandées. Oui. Et puis nous n'arrivons pas vraiment à mener à bien l'opération que nous voulons. Il y a cela. Ok, très bien. Bon, Maman Jackie, Maman Bébé, maintenant entre nous là, je vais vous demander, je ne parle pas fort, comme c'est entre nous. Est-ce que vous avez refait vos vies? Est-ce que après le décès de vos maris, vous avez pensé à tout le moins à refaire vos vies, à vous remarier, à donner de nouveaux papas à vos enfants? Maman Bébé. Oui, maman, moi, après le décès de mon mari,
je n'ai pas cherché une autre vie à me remarier. Parce que je me suis dit que mon mari vit la position où il m'a laissé. J'ai pensé que si je vais encore devant, ça sera aussi la même chose. J'ai dit non, je préfère rester comme ça. Mais je sais qu'un jour, mon fils, comme c'est quelqu'un, c'est un Madman, c'est quelqu'un qui est toujours dans le mouvement, m'avait lancé ce moment, m'a dit, hey, la veuve de mon père, aujourd'hui encore, je te vois là, tu es toute mignonne là. Mon père ne t'a pas rendue heureuse, hein. Ce n'est pas parce que mon père ne t'a pas rendue heureuse que tu ne peux pas être heureuse ailleurs. Hein. Si tu trouves ta part ailleurs, tu pars. Hein. Je lui ai dit que mon fils, tu as raison. Mais là où je suis, je n'ai plus pensé. Voilà déjà 26 ans que mon mari est déjà parti. Dans quelques 2 mois, j'aurai 70 ans. Je vais encore faire quoi? Vous ne les faites pas du tout. Hein? Je vais encore faire quoi? Vous ne faites pas 70 ans. Vous êtes belle, on dirait, je vous en donnerais 50. Oui. Je ne peux plus, de sorte que je n'ai plus pensé à ça et je ne pense même plus à ça. Et toi, maman Jackie, est-ce que tu n'as pas pensé, tu ne t'es pas dit que mon mari est parti, j'avais 28 ans? Ça n'a jamais trotté dans mon intelligence. Pourquoi? Parce que nous savons, surtout moi qui avais cette renommée, les gens se disaient que si je viens là-bas à côté, je serais bien entretenue et tout. Mais pour dire vrai, il y avait les gens qui étaient autour, qui tournaient. Et certains allaient même jusqu'à dire à mes proches que vraiment, celle-là qui a supporté Eboalotine, avec sa gueule et tout, je crois qu'elle sera bien, elle fera bien d'être ma compagne. Et malheureusement, je rejetais toujours les propositions. J'avais beaucoup qui tournaient autour de moi pour le mariage, mais je leur disais que c'est bon comme cela. Mais est-ce que vous avez été une femme quand même épanouie, heureuse, même après le décès? Est-ce que vous avez essayé de créer quand même un environnement heureux pour vous-même? Bien sûr. Je suis avec mes enfants, c'est des amis, c'est maman et ses amis, maman et ses enfants. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous continuons toujours à causer bouche-oreille et tout ça là. Donc, je ne me suis pas plainte je me plains pas jusqu'à ce moment précis. Très bien. Oui. Alors, on va nous sommes à la fin de l'émission. Je vais quand même vous demander, est-ce que vous avez des conseils à donner aux veuves? La veuve d'hier n'est pas la veuve d'aujourd'hui. Les mentalités ont évolué. Celles d'aujourd'hui, elles ne se font pas, je pense, marcher sur les pieds. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux femmes? Parce qu'on ne sait jamais quand la mort frappe à la porte. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux femmes? Aux veuves peut-être, mais aux potentielles veuves aussi. On ne le souhaite peut-être pas, mais ça peut arriver à n'importe qui. À ma bébé. Oui, moi, les conseils que je donne à mes sœurs, que ce soit les veuves, que ce soit celles qui ont encore leur mari. Premièrement, pour celles qui ont encore leur mari, c'est de supporter. Parce que il y a le mot aimer. J'aime mon mari. Et il y a le mot que je peux utiliser en français courant, supporter. Tu peux aimer un mari, mais quand tu ne le supportes pas, tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari. Parce que dès que ton mari, tu vas le voir quelque part, par an, tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari. Tu dois le cacher. C'est pour cela que nous autres, quand nous avons eu le mari, aller en mariage, le principal mot était que mariage égale se supporter, se cacher, se fermer la bouche, voir beaucoup, parler peu. Parler peu. C'est ce conseil que je dois à mes sœurs qui sont encore dans leur mariage, de voir beaucoup, mais de parler peu et de se cacher. Et pour les veuves, je les donne aussi des conseils que quand tu es déjà veuve, sache que tu es fini. Oui, si je dis que tu es fini, parce que ton mari,
ce n'est plus ce mari qui sera là à te supporter. C'est une autre personne qui est ta belle-sœur, qui est ton beau-frère, qui est ton beau cousin. Même tes propres enfants. Tu dois seulement te soumettre et apprendre à beaucoup entendre et fermer les oreilles. Parce que quand tu entends beaucoup et tu fermes les oreilles, tu écoutes, il y a moins de difficultés et il y a moins d'ennuis. Parce qu'il y a les veuves, comme le monsieur, moi je viens toujours, tu sais qu'il a dit, que quand nous avons des petits moyens, on devient le tapioca qui gonfle dans l'eau. Mais avec les petits moyens, tu te caches. Bien sûr qu'il y a les autres même qui ont les grands moyens. Tu ne peux pas voir la personne. Elle passe là inaperçue. Comme on dit toujours que ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. Supportons-nous. Les veuves, supportons-nous. Et que nos sœurs aussi nous supportent. Qu'elles sachent que demain ou après-demain, elles seront aussi veuves. Elles pourront aussi être veuves. Elles pourront aussi être veuves. Oui, parce qu'il y a les autres qui ne seront pas, parce qu'elles ne vont pas rester dans le mariage, attendre les coups de poing, attendre les engueulades, ainsi de suite. De sorte qu'elles doivent se supporter. Et je continue toujours à dire que moi, je ne refuse pas la coutume. Mais la coutume ne doit pas être exagérée. Très bien. Alors, Maman Jackie? Oui, de mon côté, moi, je dirais seulement, comme on nous l'apprend dans ce ministère de la promotion de la femme et de la famille, que nous devons apprendre à dénoncer. Très bien. Nous ne devons pas nous cacher. Nous venons encore de subir, de voir ce qu'une femme vient de subir. Oui, oui, Elle a été tabassée jusqu'à mourir. Une femme, ce n'est pas parce qu'elle va supporter le mariage qu'elle va vraiment se laisser entraîner jusqu'à la mort. Là, moi, je refuse. J'interpelle et j'exhorte les femmes, les jeunes femmes, à se réveiller. Quand il y a une situation qui ne va pas, d'ouvrir la bouche et de parler et d'aller vers l'information. Très bien. D'aller vers l'information, ce n'est pas en restant à la maison ou ce n'est pas en allant dans les boîtes de nuit ou dans les bars qu'elles vont recevoir l'instruction. C'est aller vers l'information. L'information n'ira jamais vers quelqu'un. C'est dans une situation, comme ma soeur disait tout à l'heure, elle a besoin de 5 francs. Ce n'était pas chez elle. Elle s'est déplacée pour aller demander à sa belle-sœur. C'est cela, c'est comme ça que nous devons également chercher l'information pour que nous puissions vivre. La veuve est marginalisée et nous ne devons pas toujours nous laisser faire. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons agir. C'est pour cela que les AGR, que le ministère et nos multiples associations nous mettent vraiment devant pour que nous puissions être autonomes, surtout les veuves, même pourquoi pas une femme mariée. Elle doit chercher d'être autonome. Sortir, s'épanouir, savoir ce qu'il faut, ce qui est bien pour son foyer, ce qui ne va pas, et savoir entretenir. Et puis le veuvage, moi, je suis vraiment contre, mais les coutumes, c'est pas pour rien que ce groupe a sensibilisé, a fait cette sensibilisation, cette campagne de sensibilisation pour qu'en 2005, que on a commencé à débattre ce problème de veuvage. Pour que nous ayons une journée, c'est parce que c'était du martyre qu'on a sorti cette journée, qu'on a décrété cette journée internationale de la veuve. Et Ondimba, la dame Bogo, a fait surgir ça à l'ONU, d'où en 2010, ils ont opté pour la journée internationale de la femme qui a commencé à se célébrer le 23 juin 2011. Internationalement, c'était pour défendre les droits des veuves et des enfants. Donc c'est pour cela que j'interpelle, comme le thème de cette 15e édition le dit, que affermir la voix du veuve pour en faveur de la paix et du développement. Une responsabilité qui est pour les familles et pour les communautés, dont les communautés, les familles doivent nous soutenir, doivent soutenir les veuves. Même pas pourquoi la jeune fille.
pour que vraiment elles ne soient plus délaissées, elles ne se sentent plus abandonnées. C'est ce que j'interpelle la société et les familles et même nos belles-sœurs, de savoir comment se comporter vis-à-vis d'une femme qui perd son époux. Très bien. Merci Maman Jackie pour ce cri. Merci. Oui, maman, je vais ajouter quelque chose, ce que Maman Jackie vient de dire là tout à l'heure. Parce qu'il y a eu aussi une chose, sur tout le monde, sur tout ça. Nous ne voulons pas sortir les veuves, que ce soit des femmes mariées, des femmes. Quand il y a, par exemple, on nous appelle qu'il y a une journée, que les femmes sortent, qu'elles viennent entendre ce qu'on dit. Très bien. Parce que l'information, nous restons toujours dans nos maisons. C'est pas facile. Non, nous ne sommes pas. On va dire qu'il y a telle chose là-bas, telle chose. Oh, laissez-nous avec vos choses là. On vous donne quoi là? Peut-être ceci ou cela. Mais rien que l'instruction. Parce que quand tu arrives quelque part, tu instruis. Quand tu instruis sur quelque chose, même si cette chose arrive subitement, tu sais comment tu dois t'en prendre. Très bien. Mais par contre, quand tu restes derrière, tu te caches, tu ne dis rien. Même si on te donne le caca, tu vas boire parce que tu sais que en buvant ce caca, peut-être que je serai bien parce qu'on t'a déjà menti que boire ça, dès que tu bois, tu auras telle chose, tu auras telle chose. Mais au fond, quand tu sors, tu viens entendre et tu viens écouter et tu viens apprendre. Tu vas apprendre tout ce qu'on va te dire et tu sauras le bon et le mauvais. L'information, c'est le pouvoir, c'est bien cela. Oui. Très bien. Merci Maman Jackie, merci Maman Bébé d'avoir été là ce soir. Je pense que tout cela passe par l'éducation. Quand on éduque la jeune fille, on doit l'éduquer à être une épouse, on doit l'éduquer à être éventuellement une veuve. Parce que sans éducation, c'est compliqué. Alors, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Il faut que vous le gardiez à l'esprit. Que ce que vous faites de mal à une veuve ou à un orphelin, vous finirez certainement par le payer. Faites attention aux gens que vous faites souffrir quand ils sont en situation de vulnérabilité. Parce que demain, vous ne savez pas de quoi est fait demain. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis ce soir. Prenez soin de vos familles. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Au revoir.